Et pareil, je vous ai mis le New York Times qui est à peu près pareil, c'est une bombe atomique lâchée sur Nagasaki. Ok. Alors, comme c'est une introduction, je vais vous faire un contexte historique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc vous savez que la guerre a été déclarée en 1939, mais par ailleurs, en 1939, il y a eu en 38-39, pardon, dans ces eaux-là, il y a eu un développement scientifique, c'est qu'on a compris qu'on pourrait peut-être faire une bombe nucléaire, enfin une arme nucléaire. Et je vais attendre un peu à vous mettre le schéma. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris que certains atomes, parce que les atomes, tout le monde situe, je ne sais pas si vous avez des cours de chimie normalement, les atomes, c'est juste les constituants de la matière. Donc, je vais faire, en fait, le schéma avait déjà été fait, mais je vous le refais. Un atome, c'est, ce que je vous fais là en barré, c'est ce qu'on appelle le noyau. Et autour, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a autour du noyau d'un atome? Ouais. C'est quoi? Alors ça c'est en biologie. Oui. Les électrons. Voilà, les électrons. Donc un noyau et des électrons. Alors là nous ici, ce qui nous intéressait, c'est le noyau. Et est-ce que quelqu'un voit le lien entre noyau et nucléaire? Oui. Du coup, le noyau, c'est dans les atomes, les nucléaires. Ouais. On prend l'énergie des noyaux des atomes pour faire l'énergie. Ah oui, bah, très bien renseigné à ce que je vois. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Et oui, du coup, le point essentiel, c'est que les atomes que vous voyez autour de vous, par exemple ceux qui constituent la table ou qui vous constituent vous, ils sont stables, c'est-à-dire que ces atomes, si on les perturbe un peu, ne bougent pas. Par exemple, si vous tapez sur la table, vous tapez des atomes, mais il ne se passe rien, pas grand-chose. Il y a d'autres atomes qui sont ce qu'on appelle instables. C'est-à-dire que si vous les perturbez, ils vont se casser. En tout cas, beaucoup se perturber. Donc en gros, l'idée, c'est, vous imaginez un noyau d'un atome, c'est ce que j'avais fait juste avant, vous apportez une petite particule, en l'occurrence, ça va être des neutrons. Les neutrons, c'est une particule qui existe de base dans le noyau, mais qu'on peut éjecter du noyau et qui peut rester toute seule. Et du coup, cette particule, elle va taper le noyau, et dans certains cas, donc dans la plupart des cas, ça rebondit et il ne se passe rien. D'accord? Dans les autres cas, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le noyau va se déformer. Donc là, je vous fais une image, vous imaginez comme une bulle qui se déforme, et en fait, si elle se déforme suffisamment, elle va, j'avais déjà marqué ça là, elle va se scinder en deux noyaux. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un neutron qui vient taper un noyau d'uranium. Est-ce que l'uranium, ça parle à certains d'entre vous? C'est un atome qui, comme j'ai dit, est instable. Plus précisément, c'est l'uranium 235, mais ça, c'est pas très important pour nous. Donc ce qui se passe, c'est que ça tape l'uranium. L'uranium se perturbe, c'est ce que j'ai marqué un peu là de manière schématique, c'est il est perturbé. Il se casse en deux noyaux. Bon là, c'est pas important quels éléments. Et là, l'élément essentiel, c'est qu'est-ce que vous voyez là? C'est qu'en fait, il y a d'autres neutrons qui sont formés dans la réaction. Donc, partant de là, si vous imaginez qu'il y a plusieurs noyaux d'uranium, par exemple, si j'en envoie un là, ça va en créer d'autres une fois que c'est cassé. Et qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Maintenant que ces deux neutrons-là, par exemple, ont été relâchés d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer? Oui. Voilà, c'est exactement ça. Par exemple, celui-là, il peut venir ici et taper l'autre. Et ça, c'est le concept qu'on appelle la réaction en chaîne. Donc là, je vous ai mis, c'est le même schéma qu'avant, mais un peu comme j'ai fait là, mais en mieux. C'est-à-dire, vous avez un noyau d'uranium, un neutron, qui le casse en deux noyaux, mais ces noyaux, en se cassant, créent d'autres neutrons. Donc là, les trois qu'on a mis là, et là, vous voyez que c'est d'autres uranium sur leur chemin, bah, ça va les casser. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Pourquoi en chaîne? Parce que vous partez d'un seul neutron, et ça casse les différents noyaux d'uranium en chaîne.
Et du coup, la conséquence de ça, c'est que si vous rassemblez beaucoup d'uranium, et plus généralement ce qu'on appelle une matière, le mot c'est fissible, c'est-à-dire une matière qui peut se casser, c'est la fission, ça peut se scinder, ça peut créer une explosion, parce qu'à chaque fois que ça se casse, là ça libère de l'énergie. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, si vous le faites plein de fois, bah, vous libérez beaucoup d'énergie de manière logique. Ok. Et pour donner un ordre d'idée, si vous prenez 1 kg, bon, j'ai mis matière fissile, mais par exemple, vous prenez l'uranium, ça fait autant de dégâts que des milliers de tonnes, ce qu'on appelle les kilotonnes. Et si vous avez vu au début, sur la fiche, sur la une New York Times, il y avait marqué équivalent à 20 kilotonnes de TNT, bah c'est ça. Kilotonnes, c'est des milliers de tonnes, donc 1 kg, si vous le cassez de cette manière, ça a la puissance de des milliers de tonnes de TNT, donc c'est quand même assez considérable. Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou c'est plutôt clair? N'hésitez pas, hein, c'est un peu le but aussi. Ça va? Ok. Donc là, j'avance un peu. Donc là, on était en 38-39, là, on continue au moment de la guerre. Peut-être un petit rappel sur le contexte, c'est que au début de la Seconde Guerre mondiale, donc là, ce qu'on a vu avant, les armes nucléaires, l'idée d'une arme nucléaire, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais c'est envisageable, c'est possible. C'est quelque chose de possible. Et donc, là, on se rend bien compte que les protagonistes, les côtés de la guerre, chaque camp, aimerait avoir évidemment une arme. Pourquoi? Parce que si un côté là, c'est quand même un avantage stratégique assez important. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les forces alliées, donc les alliés, c'est le côté européen, enfin européen, non pas européen, mais le côté américain, français, anglais, canadien notamment, ils créent un projet de recherche justement qui vise à créer une bombe. Et ce que je vous ai mis là, c'est un détail, c'est le fait que ce projet s'est passé aux États-Unis, mais en fait, en pratique, ce projet a, on va dire, a incorporé des gens de toutes les forces alliées, donc des Français, des Anglais, des Canadiens, donc c'était vraiment un projet, on va dire, global. Et ça s'est fait aux États-Unis simplement parce que c'est les seuls qui pouvaient le faire, on va dire. Donc ce projet s'est passé, donc, on a dit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait plusieurs missions. La première, c'est déjà savoir si on peut faire une bombe, parce que si on ne peut pas, ça ne sert à rien de continuer. Ensuite, si on peut faire une bombe, trouver le prototype, la meilleure façon de la faire. Ensuite, finalement, ça peut paraître étonnant, mais c'est la partie la plus délicate, c'est produire l'uranium, c'est-à-dire ce qui sert à faire la réaction en chaîne. Et en fait, c'est ça qui est la partie la plus compliquée. Pour vous donner une idée, on va dire les prototypes de bombes, c'était assez clair de comment les faire dès 1942-1943. Mais la bombe, elle n'a été créée qu'en 1945. Pourquoi? Parce qu'il fallait rassembler la matière pour faire la bombe, et ça prend longtemps. C'est ça qui a fait en fait que ça a duré aussi longtemps. Et donc, évidemment, la dernière mission, c'est une fois qu'on a fait tout ça, il faut construire les bombes vraiment, mais ça, c'est pas la partie la plus difficile. Ok. Alors, je vous ai mis une image justement du premier test. Donc, une fois qu'ils avaient de quoi faire une bombe, il fallait quand même vérifier que ça marche. Donc ça, c'est une image du test qu'on appelle le test Trinity, c'est juste le nom du test, du 16 juillet 1945. Et donc ça c'était aux États-Unis toujours. Et c'est un test qui a été fait au Nouveau-Mexique dans le désert, donc là où il n'y avait rien. Et bon là évidemment ce que vous voyez, c'est peut-être vous avez déjà vu cette image, c'est le nuage de l'explosion, qui a une forme un peu de champignon. Là on le voit peut-être pas exactement, mais c'est ça l'idée. Et pour vous donner une idée, ce test a été fait de nuit, donc dans le désert la nuit, sans lumière, c'est sombre. Mais l'explosion était tellement lumineuse que ça a éclairé toute la plaine comme si c'était en plein jour. Et en termes d'ordre de grandeur, en fait,
la fraction de seconde, enfin, une fraction de seconde après l'explosion, on estime que la luminosité qu'il y avait, c'est à peu près 80 soleils. C'est-à-dire pendant un instant, c'est comme s'il y avait 80 soleils dans le ciel. Enfin, évidemment, c'est qu'un instant, sinon ça serait compliqué de survivre. Ok. Alors, donc ça c'était on va dire le contexte général. Maintenant, j'en viens au sujet de la conférence, parce que là pour l'instant c'était une sorte d'introduction. Donc, on l'a vu sur l'image d'avant. Le test, il a réussi. Donc, ils arrivent à faire une bombe. Et par ailleurs, donc là c'était la bombe du test, mais il y avait aussi les bombes, disons vraiment à usage militaire, donc les bombes pour en fait attraper les cibles. Et donc fin juillet 1945, les États-Unis ont 2 bombes prêtes à l'emploi, on peut dire. Et donc ça pose 2 questions, enfin ils se sont posés, enfin on peut se poser 2 questions par rapport à ça. C'est pourquoi est-ce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki? Donc il y a en fait c'est 2 choses, ça c'est pourquoi ces endroits-là. C'est vrai, pourquoi le Japon, pourquoi pas d'autres sites, d'autres pays, d'autres endroits. Et aussi, si à part ça, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé une bombe de manière générale? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'utiliser ça? Et le deuxième point qu'on verra en même temps, mais qui est aussi intéressant, c'est est-ce que cet acte était justifié? C'est-à-dire, ça veut dire 2 choses, ça. C'est, en gros, est-ce que dans le contexte de la guerre c'est justifié? Est-ce que rétrospectivement, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Et donc on va traiter ces 2 questions. Voilà, je vous mentionne juste brièvement, j'ai utilisé 3 livres pour faire cette présentation. Donc ces 2 livres-là que je vous mets, c'est 2 livres sur le projet Manhattan en tant que tel. Le troisième, c'est un livre sur Oppenheimer. Est-ce que quelqu'un sait qui est ce monsieur? Oui. Il a essayé d'inventer la bombe. Oui, alors pas tout seul, mais c'est en fait c'est. Pardon? Il a plutôt aidé pour l'inventer. Voilà. En fait, lui, c'est le directeur scientifique du projet dont je vous ai parlé avant. Donc c'est la personne qui, on va dire, dirigeait scientifiquement le projet. Oui. Ah oui, effectivement, il y a un film récent, peut-être certains l'ont vu, et qui s'appelle Oppenheimer, justement. Le film est assez fidèle sur un fait, c'est qu'en fait, évidemment, la bombe, il ne l'a pas fait toute seule, c'est juste le directeur du projet. C'est-à-dire que le projet dont je vous ai parlé avant, ça impliquait vraiment des milliers de personnes. Donc c'est vraiment, c'est pas lui qui a inventé la bombe tout seul, mais c'est quand même un personnage important du système. Alors, donc là, on va parler de bombardement, donc évidemment, c'est quelque chose de... Ce que j'ai marqué là, c'est un drame humain. Et le premier point sur lequel on va revenir, c'est justement, concrètement, ces bombardements, ça a visé quoi? Quels effets ça a eu? Ça a tué combien de personnes? On va détailler ça. Alors, le premier, justement, c'est les chiffres. Alors, je vous ai mis estimation. Vous voyez que les chiffres sont quand même assez... il y a quand même des écarts assez importants des estimations. En fait, c'est parce que les Japonais ne tenaient pas de registre de recension de leur ville. Donc concrètement, on ne sait pas combien de personnes il y avait là, précisément là-bas. Il n'y avait pas un registre comme on peut avoir en mairie maintenant. On ne sait pas combien d'habitants il y avait, mais on peut faire des estimations. Et vous voyez que les fourchettes sont assez grandes. Alors je vous ai mis 2 estimations. D'abord une estimation optimiste, c'est-à-dire le minimum du nombre de morts qu'il peut y avoir, si on est optimiste sur les dégâts, disons. Donc ça serait 130 000 morts. Alors évidemment, c'est pas le prendre, c'est pas 130 000 littéralement, ça peut être 130 001. L'important c'est l'ordre de grandeur, vous voyez, c'est qu'il y en ait 100 000. Vous voyez, et ça se décompose comme 70 000 à Hiroshima et 40 000 à Nagasaki. Après, vous avez l'estimation pessimiste, c'est-à-dire le plus grand nombre de morts. Oui. Pourquoi Oui. Pourquoi vous avez dit 30 000, 130 000 et pas plus grand encore? Justement, c'est que ça, c'est si on se dit quel est le minimum de nombre de morts en ayant les hypothèses les plus optimistes. C'est-à-dire il y avait moins de gens dans la ville, tant de gens étaient tués. C'est pour ça que là, tu vois que l'écart entre là et là est important. Là, il y en a plus. Donc, disons que ça se situe dans cette
entre ces deux-là, forcément. Et donc je disais, 210 000 morts, ça c'est l'hypothèse plus pessimiste. Et c'est 140, ça serait dans ce cas 140 000 à Hiroshima, 70 000 à Nagasaki. Là, vous voyez que les écarts sont importants parce que par exemple pour Hiroshima, ça passe du simple au double, donc c'est quand même assez flou, on va dire. Mais l'important, c'est pas les chiffres exacts, c'est l'ordre de grandeur. Peu importe le nombre exact, là on voit que c'est de l'ordre de la centaine de milliers de morts. C'est quand même énorme comme nombre. Donc ça c'est pour juste les chiffres. Maintenant on va voir un peu plus en image ce qui s'est passé. Donc là ce que vous voyez c'est à gauche Nagasaki avant l'explosion. Donc là remarquez ce canal là qui passe. Et là vous avez le même canal mais après. Donc là vous voyez que concrètement il ne reste plus rien. Tout a été rasé. Une autre image, là c'est la baie toujours de Nagasaki. Alors là ça va être Nagasaki, mais j'aurais pu vous mettre Hiroshima. C'est la même idée, c'est juste pour prendre des images particulières. Donc là vous voyez une sorte d'église, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une église au centre. Et là vous allez revoir dans la photo d'après. Ça c'est le même endroit, donc là c'est l'église qu'on avait juste avant. Mais après l'explosion, donc concrètement, il ne reste plus rien. Tout est complètement détruit. Encore une autre vue. Ça, c'est Nagasaki dans les années 30, une rue des passants avant la guerre. Et là, vous avez une autre rue après la destruction. Donc là, vous voyez que tous les bâtiments tout est complètement détruit, quoi. Il n'y a plus de bâtiments, il ne reste que des décombres. Ça, c'était la destruction des bâtiments, des lieux. Là, on va voir la bombe plus en détail. Donc ça, c'est une photo qui a été prise 15 minutes après l'explosion, c'est-à-dire après le déclenchement de la bombe. Et vous voyez qu'il y a toujours un nuage énorme de fumée, c'est pas que de la fumée d'ailleurs, mais chaud, qui se propage. Et ça a été pris depuis cette île, je ne sais pas comment prononcer, mais une île voisine d'Hiroshima. Donc c'est même pas à côté, c'est vraiment c'est à combien c'est à plusieurs kilomètres, je n'ai pas marqué là, mais c'est à plusieurs kilomètres du lieu de la détonation. Voilà. Et un dernier point, là c'est plus pour appuyer le côté tragique de l'événement, c'est, là je vous ai mis au centre, sur l'image au centre, il y a c'est le point de l'explosion, le centre si vous voulez. Et alors la bombe a explosé 500 mètres au-dessus du sol, mais c'est juste, disons, si on descendait, ça serait là le point d'impact. Et là, chaque numéro, ça va jusqu'à, là par exemple, il y a 53, 58, 57, etc. Chaque point, c'est une école. Donc c'est aussi pour vous dire que là-bas, il y avait certes des militaires, on va revenir sur ça, mais aussi beaucoup d'enfants, et beaucoup de civils de manière générale. Ok. Alors, là je vous avais préparé des petites vidéos. Alors, il y en a deux que je dois vous montrer sur mon ordinateur parce qu'elles ne passent pas sur le réseau de l'école. Ça va être assez bref. Donc je vais les mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre comme ça et j'espère que vous verrez quelque chose. Vous pouvez le dire. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? D'accord. Vous me dites si vous ne voyez pas ou si. Pour le côté, ouais, il faut se pencher un petit peu, sinon. Est-ce que tout le monde voit à peu près? Donc là, c'est une image que vous voyez, c'est une image filmée par l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima. Là, ce que vous voyez, c'est l'explosion elle-même. Là, évidemment, l'image n'est pas de très bonne qualité, donc on ne voit pas grand-chose. Là, vous voyez la colonne de fumée que ça a créée. Donc c'est le champignon, le même que celui qu'on a vu pour le test aux États-Unis. Je vous montre aussi cette fois une image en couleur d'un test en 46. Donc c'est juste un an après. Et cette fois c'est en couleur. Alors si vous vous demandez pourquoi c'est en couleur en 46, c'est que donc là vous voyez une explosion. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait on voit cette fois en couleur. Ça ressemble à un nuage très chaud et limite à un soleil. Voilà, là c'est pareil, ça ressemble à un soleil. Comme je vous montrerai une des vidéos là que vous verrez mieux.
doit être celle-là. Est-ce que celle-là marche? Ah, ok. Ça marche. Donc là, ce que vous allez voir, c'est dans le Pacifique, une île où il n'y a personne et où les Américains ont fait un test. Donc là, c'est bien après, c'est après la guerre. Là, vous allez voir un flash lumineux qui va être vraiment très fort. Voilà. Donc c'est ça, ce moment où le soleil brille, le ciel brille comme s'il y avait plusieurs soleils. Ça dure qu'un instant et après, vous avez le souffle de l'explosion. Donc là, pareil, c'est la lumière et après, vous voyez le souffle et le fameux champignon, la forme. Oui. Parce que si vous bombardez par la bombe, bah, même après la bombe, genre plusieurs jours après, c'est toujours dangereux. Enfin, il y a toujours des Au niveau radioactif. Voilà. Alors, plusieurs jours après, non, en fait, c'est très différent. En fait, ça dépend beaucoup de où la bombe explose. C'est-à-dire que si elle explose près du sol, tout ce qui est, les éléments radioactifs vont se poser dans l'environnement, et là, ça va rester longtemps. C'est pour ça que, par exemple, la centrale de Tchernobyl, quand elle a explosé, même toujours maintenant, c'est pas très recommandé d'y aller. Ça va être donc, plusieurs décennies après. Mais là, en fait, comme elle explose dans l'air, le vent disperse beaucoup les retombées radioactives. Alors évidemment, sur le moment, c'est dangereux, mais par exemple, pour le test qui a été fait aux États-Unis, quelques jours après, les scientifiques sont revenus et pouvaient marcher là où la bombe a explosé sans danger. Donc c'est pas du tout la même configuration. D'accord. Et j'avais deux autres vidéos à vous montrer. J'aurais dû les charger pour pouvoir voir les pubs. Voilà. Alors là, ce que vous allez voir, c'est cette fois un test sous-marin. C'est-à-dire que là, il y a une bombe qui est à 150 mètres sous l'eau. Là, si vous pouvez peut-être discerner, il y a des navires, enfin des navires, et il n'y a personne dedans. On les a juste mis là pour tester justement l'effet d'une bombe sur ces navires, pour savoir comment s'ils résistaient, comment ils résistaient, les dégâts que ça faisait. Et là, l'explosion va avoir lieu, donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. Là, c'est la première explosion, après il y a une seconde détonation là, après. Voilà là, qui repart plus en l'air. Et la colonne d'eau, là, elle monte jusqu'à 260 mètres dans ce cas-là. Donc c'est quand même assez haut, parce que c'est quasiment à la hauteur de la tour Eiffel. Et sachant que la bombe elle-même était 150 mètres sous l'eau. Donc c'est pour vous dire la puissance de la bombe. Voilà, donc il y avait ça. Et dernière vidéo, c'est un peu différent cette fois, c'est pour vous montrer l'effet d'une explosion, mais sur les vêtements. Sur les habitations et sur les gens. C'est-à-dire, il n'y a personne dedans, hein, c'est juste des maisons de test. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais ce qui se passe, c'est que d'abord la maison s'est enflammée et après le souffle l'a atteint. Ça c'est. De quoi? J'ai pas entendu parler. Ils font peur. Ah, ils font peur? Ouais. Bah, après, je pense qu'ils les ont pas fait très beaux parce que de toute façon, vu dans quel état elle est terminée à la fin, c'est pas très utile. Voilà, là pareil, l'incendie d'abord. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'abord l'incendie? C'est que d'abord, c'est la chaleur qui atteint. Vous vous rappelez, il y a des boules enflammées, forcément la chaleur atteint les gens. Et ensuite le souffle. Oui. Comment ça, c'est quoi qui fait la bah, ça dépend. Par exemple, si on prend Nagasaki, Hiroshima, beaucoup de gens ont été tués par simplement le souffle de l'explosion. Ceux qui étaient très près de l'explosion, ils ont en fait directement été envolés dans la boue, donc ils sont morts de chaleur, de brûlure, je suppose. Certains ont été tués par les décombres. Là, la maison, si elle explose, si elle fait détruire, si on se prend ça, ben, on meurt évidemment. Mais en fait, par exemple, pour Hiroshima, la majorité sont morts dans l'incendie qui a suivi. Ah bah oui, non, même s'il n'y a rien, on se le prend si on est suffisamment proche. Si par exemple, on n'est pas présent,
Et ça arrive à l'écrire à côté. Ah non, non, si il est à côté, c'est bon. L'ordre de grandeur, c'est si on est à environ 10 km pour des diagnostics, encore c'est la plus longue. En fait, c'est le vent, si c'est vraiment fort, c'est comme se prendre un mur de briques, ça peut nous déchiqueter. C'est comme si on se prend un ouragan, ça peut déchiqueter. Est-ce qu'à Hiroshima et Nagasaki, il y a beaucoup d'habitants qui sont tués à cause de la radioactivité? Alors, justement, ça c'est compliqué à estimer. En fait, la majorité sont morts sur le coup, donc pas de la radioactivité. La majorité sont morts de, j'ai dit, des décomptes, de la puissance de la bombe en elle-même. Mais plusieurs milliers, effectivement, sont morts de cancer. Ceux qui avaient réchappé, certains qui avaient réchappé, sont morts de cancer. Après, il y a aussi des gens qui ont survécu. Il y a par exemple, je ne me rappelle pas son nom, il y a quelqu'un qui n'a pas eu de chance, mais finalement qui a eu de la chance. C'est le 6 août, il était à Hiroshima. Il n'était pas juste à côté de la bombe, il était dans la ville pendant l'explosion. Il a réussi à s'échapper sans mourir. Et il s'est réfugié à Nagasaki. Donc il n'a pas bien choisi son lieu de résidence. Et là, il s'est repris la bombe et il a survécu. Cette personne est morte très vieille. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui... Tout le monde n'est pas mort, tous ceux qui sont dans la ville ne sont pas morts, mais beaucoup sont morts après. Oui. Ah bah ça dépend. Ça dépend. Je pense que l'ordre de grandeur que je peux donner, c'est que... alors, comment je vais mettre ça au niveau de la boule de flamme elle-même, la température, c'est à peu près la même température que celle qu'il y a au cœur du Soleil, de notre Soleil, je veux dire. Et la pression, c'est... vous avez vu les notations scientifiques ou pas? Les puissances. Et la pression, c'est quelque chose comme 10 puissance 15 pour l'atmosphère. Donc ça veut dire, c'est si vous prenez ça, c'est comme si vous aviez 10 puissance 15 fois votre poids dessus. Donc c'est beaucoup. Oui. Les molécules sont plus puissantes que ces boules-là. Ah oui. Alors, je vais juste enlever ça. C'est-à-dire qu'elles pourraient détruire 3 villes en même temps. C'est même, j'allais dire, c'est même beaucoup plus que ça parce qu'en fait. Est-ce que ça peut faire un pays aussi? Ça peut faire quoi? Un pays. Non, un pays non, mais les bombes actuelles, elles sont à peu près 1000 fois plus puissantes que celles-là, même plus en fait. Donc c'est pas comparable. Mais des bombes comme ça n'ont jamais été lancées sur des gens. Oui. C'est quoi? Ah, pas vraiment, parce que j'ai dit la radioactivité qu'elle restait pas, donc elle se disperse. Donc non, c'est pas si dangereux. Oui. Donc pour les habitants d'aujourd'hui, à Hiroshima et Nagasaki. Ah, il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus de souci. Bah, vous pourrez regarder après, la ville est habitée, il n'y a pas de. Il y a un mémorial, mais la ville, elle continue. Oui. Comment on fait maintenant pour la sécurité mondiale avec toutes les nations qui possèdent des armes nucléaires? C'est-à-dire comment on fait pour empêcher que ça réarrive? Bah déjà, chaque pays a des protections, par exemple des contre-missiles si jamais des bombes nucléaires sont lancées. Mais plus simplement, il y a des traités de régulation des armes. Il y a des traités aussi sur les tests, sur les essais. Par exemple, la France ne fait plus de tests dans le Pacifique comme elle faisait à un moment. Donc ça permet de réguler. Mais plus fondamentalement, en fait, c'est plus que les gens n'osent pas utiliser l'arme parce qu'ils savent qu'en réponse, les gens peuvent l'utiliser aussi. Donc c'est plus une sorte de... C'est comme le but c'est d'éviter une destruction globale, mutuelle, ça dissuade. C'est le principe de dissuasion nucléaire. Mais c'est une question... compliquée. Ok, donc là on a vu le côté dramatique de l'événement. Et donc, la réaction qu'on a forcément par rapport à ça, c'est qu'on dit c'est horrible comme événement, ça c'est une tragédie, ça a tué énormément de gens. Et donc, vous vous rappelez qu'au début j'avais dit, se demander est-ce que cet acte est justifié? Et là on pourrait dire non, parce que ça a tué énormément de gens, c'est pas possible de justifier ça. Et on va voir après le cas spécifique d'Hiroshima, mais là je vais vous parler plus globalement sur les actes en général, une vision qu'on peut avoir assez intéressante et qui va reboucler avec ce qu'on disait juste avant.
Donc on va parler un peu de morale. Là, c'est plus un côté presque philosophique, on peut dire. C'est en fait, c'est très schématisé ce que je vais dire, mais c'est juste pour vous donner une opposition intéressante. On peut avoir deux visions de la morale. La première, ça s'appelle le dogmatisme, mais c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple, c'est en gros de dire que tout acte, il est soit bon, soit mauvais, et peu importe les circonstances. Donc je vous ai mis un exemple, c'est un exemple qui est de Kant, c'est un philosophe, j'ai mis son portrait ici, c'est un exemple très connu en philosophie. Et Kant, c'est un philosophe qui dit que mentir, l'acte de mentir, c'est toujours mauvais, peu importe les circonstances. Est-ce que vous voyez déjà les limites, dans cet exemple, par exemple, de cette position? Le fait que, est-ce que mentir, c'est toujours... Oui. C'est normal. Est-ce que tu as un exemple? Une prise d'otage, quelques minutes d'informations, je ne sais pas comment dire, mais qu'il ne faut pas donner. Oui. Là, on peut mentir. Voilà. Oui. Voilà. L'exemple que j'ai donné à vos camarades avant aussi, c'est un peu du même type, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rester dans le même thème, si vous imaginez des gens qui protègent des juifs et vous avez un soldat allemand qui sonne à leur porte, qui leur demande s'ils ont des juifs chez eux et qui mentent, alors on dirait difficilement que c'est pas bien de mentir. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est cet exemple. Une autre vision qui a aussi un nom compliqué mais qui a une idée très simple, c'est ce qu'on appelle le conséquentialisme. Et l'idée en fait c'est que une action n'est pas bonne ou mauvaise en soi, ça dépend de ses conséquences. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donner un exemple, c'est par exemple de dire que mentir des fois ça peut justifier parce que si on ne mentait pas, les conséquences seraient plus dramatiques que si on mentait. Et pour illustrer un peu cette idée, je vais vous présenter un dilemme moral. Donc, ce qu'on appelle une expérience de pensée, donc c'est pas quelque chose qui pourrait arriver en vrai de cette façon, c'est juste un exercice de pensée pour voir quelque chose d'intéressant. Vous imaginez un tramway qui est sur des rails donc, et se dirige vers une voie où il y a 5 personnes allongées sur la voie. Et on a une personne qui a une possibilité avec une manivelle de détourner le tramway vers une voie où il y a une personne. Et la question c'est est-ce que la personne doit ou ne doit pas activer le levier? Je ne sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un a un avis sur ça. Si il peut levier afin que le tramway ne passe une seule personne, Oui. les conséquences seront moins dramatiques que si le tramway est tracé. Voilà. Donc ça c'est la vision, exactement, c'est la vision on peut dire conséquentialiste. Et vous avez des gens qui vous diraient non, parce que quand vous actionnez la manivelle, vous condamnez la personne qui était sur la voie, qui de base était en sécurité, à mourir. Donc c'est un peu un... Il n'y a pas une réponse, ça dépend de la vision qu'on a, mais c'est juste pour vous illustrer ces deux notions. Oui. C'est sûr qu'on tourne. Pardon? C'est sûr qu'on tourne. J'ai dit il n'y a pas une réponse, c'est un débat en fait. Tout le monde n'a pas la même position sur la... Ça fait parler, parce qu'il y aura plus de mots. Oui, c'est ce qu'a dit votre camarade, c'est ça, oui. Mais pourquoi leur poser la question? Bah, ça fait directement, non? Bah, ça dépend. Ça dépend qui est sur la voie, ça dépend. Il y a plusieurs variations, mais c'est la réponse effectivement la plus naturelle, je suis d'accord. Mais c'est juste, je dis pas qu'il y a une ou une meilleure position, juste que c'est deux façons de voir le problème. Il y a deux réponses. Et donc, quel est le lien de ça avec ce qu'on dit? C'est que il me semble qu'on peut voir le conséquentialisme, donc la deuxième position, comme une sorte de doctrine un peu pragmatique en politique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en politique, il n'y a pas, c'est pas tout bien, tout mauvais, tout blanc, tout noir. Les décisions ne sont pas manichéennes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez une décision, quand vous avez une option politique ou une décision à prendre, il faut identifier les différentes options et souvent, pour ne pas dire tout le temps, il n'y a pas une option où il n'y a aucune conséquence néfaste. Il y a toujours des conséquences néfastes et bénéfiques bien sûr, mais ce qui compte c'est plus de choisir la conséquence ou les conséquences meilleures et donc l'option préférable.
Je vous ai mis une sorte d'illustration pour parler de ça. C'est dans un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petit qui s'appelait Cusco. Il y avait ce personnage qui avait un choix à faire. Il y avait un ange, il y avait un petit ange qui lui disait de prendre une bonne décision et le démon qui lui disait de prendre une mauvaise décision. Bon bah ça, c'est assez schématique et à part dans les dessins animés, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise décision, il y a juste plusieurs décisions avec différentes conséquences et il faut pondérer pour savoir laquelle est la meilleure à prendre. Et donc, là on revient à Hiroshima et Nagasaki. Donc juste pour parler du contexte parce que ça va être très important, je vous ai dit que le projet Manhattan a commencé au début de la guerre, donc en 1939. Mais en 1945, quand les bombes sont prêtes, le contexte politique et militaire, bien sûr, a changé. C'est-à-dire que quand les Américains ont des bombes, donc milieu juillet 1945 à peu près, bah, l'Allemagne, donc les nazis, ont déjà perdu, ils ont déjà capitulé. Et en fait, dans les forces de l'Axe, les forces de l'Axe et les forces avec l'Allemagne, il ne restait que le Japon à vaincre. C'est-à-dire que le Japon ne voulait pas se rendre et continuer la guerre. Donc là déjà vous comprenez pourquoi ça a été le Japon qui va nous intéresser après. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le Japon avait une flotte pour se défendre, pour éviter qu'il y ait une invasion de son territoire. Mais comme il y avait toutes les forces alliées contre cette flotte, bah, cette unité navale a commencé à faiblir. Et donc à ce moment-là, donc j'ai dit juillet 1945, les Américains et les Alliés en général savaient que le Japon allait être envahi, qu'ils allaient pouvoir envahir le Japon. Et donc ce qui se profilait, c'est une invasion terrestre, donc à pied, du Japon. Et donc, dans ce contexte, que se dit le gouvernement américain? Quelle question il doit se poser? C'est, bah, on a des armes nucléaires, on sait qu'il y a cette suite de la guerre dans cette invasion. Comment est-ce qu'on peut utiliser ou pas, justement, cette arme pour éviter cet envoi de troupes? C'est ça l'idée. Alors, là, c'est plus une sorte de parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que le titre de la conférence, c'est « Pourquoi Hiroshima et Nagasaki ?» Et je ne vais pas donner une réponse claire, c'est-à-dire je vais vous donner je donne plein d'éléments, le pour, le contre, pour voir un peu la subtilité du problème. Mais je ne vais pas vous dire, en fait, il fallait ou il ne fallait pas bombarder, c'est pas la question intéressante, c'est plus voir la complexité du problème et que chacun puisse se faire son avis là-dessus. Et donc, les justifications du gouvernement américain. Alors, un élément important, c'est que pour eux, ils ont simplement dit grâce à ces bombes, on a pu dissuader les Japonais de continuer la guerre, simplement parce qu'ils voyaient que les Américains avaient une puissance bien supérieure à la leur. Et donc, on a sauvé des millions de personnes. Et pourquoi est-ce qu'on a sauvé des millions de personnes? Selon leur argumentaire. Parce que si jamais le Japon avait été envahi, ça aurait fait beaucoup de morts des deux côtés, à la fois du côté des Japonais qui se défendaient et du côté des forces alliées qui envahissaient. Et on estime qu'à peu près de chaque côté ça aurait fait au bas mot 1 million de morts. Donc c'est quand même, vous voyez que c'est non négligeable. Et plus généralement, l'idée c'est que une bombe atomique, c'est tellement dissuasif que tout le monde aurait voulu arrêter la guerre, justement parce que les Américains auraient pu réguler ça et auraient pu, peuvent dissuader tout ennemi de la continuer. Alors, dernier point un peu plus subtil, c'est qu'en fait, avoir bombardé Hiroshima et Nagasaki, c'était évidemment dirigé contre les Japonais, mais c'est aussi pour les Russes. Donc les Russes qui sont, à cette époque-là, alliés aux Américains, mais qui sont quand même un petit peu indépendants, c'est pas leur subalterne. C'est un avertissement aux Russes, aux Soviétiques. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, à la fin de la guerre, les Russes, certains en tout cas, avaient pour idée d'envahir certains territoires en Europe, c'est-à-dire profiter de la fin de la guerre pour asseoir leur domination. Mais évidemment, avec ces bombes, c'est un moyen de dire aux Russes de se calmer pour éviter qu'ils fassent ça. Ce qui aurait pu clairement continuer la guerre. Et donc, la logique de cette justification, c'est en gros de dire c'est un mal, oui, mais c'est un mal pour un plus grand bien. Donc, par exemple, pour l'invasion du Japon, de dire qu'on a fait certes au bas mot 200 000 morts,
si on prend l'estimation haute, mais pour sauver des millions de personnes. C'est ça la logique derrière Boisbriand. Alors maintenant, je vais juste vous donner la position inverse, c'est-à-dire les gens qui condamnent les bombardements et pourquoi, quels arguments ils avancent. Alors, le plus évident, c'est de dire que c'est un crime de guerre, c'est-à-dire que c'est fondamentalement un acte immoral et qui n'est pas justifiable. Là, on revient à l'autre position dont on parlait, c'est-à-dire le dogmatisme, sachant que ce que j'ai dit avant, c'était plus une vision conséquentialiste. L'autre point, c'est que la reddition du Japon, selon certains, était en fait certaine. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe qu'on lâche la bombe ou pas, ils auraient fini par perdre. Et donc, ça a juste... c'était inutile de ce point de vue. Alors, le débat, en fait, le problème, c'est que beaucoup pensent que sans la bombe, le conflit aurait duré plus longtemps. Et donc là, ça devient tout de suite plus difficile d'estimer les pertes. Et là, on arrive au point le plus intéressant, c'est qu'en fait, on dit qu'on aurait pu utiliser la bombe, mais juste comme une démonstration. C'est-à-dire sans faire de victime, juste on la montre aux ennemis pour leur dire voilà ce qu'on a, pour les dissuader de continuer la guerre. Certains disent que ça aurait eu le même effet que de lâcher une bombe sur les victimes. Donc là, en résumé, c'est plus la position de dire que ces bombardements, c'est injustifiable, c'est un acte terrible et disproportionné. Donc là, c'est vraiment une condamnation. Alors je reviens un peu sur cette idée de démonstration. En fait, donc le principe est assez simple, c'est faire une démonstration devant les dirigeants des différents pays, notamment les Japonais dans ce cas-là, sur un terrain désert où il n'y a personne. Donc, eux, ils seraient loin un peu comme les vidéos, on a vu, on est loin de l'explosion, on la voit. Et pour leur montrer la puissance de la bombe, et donc les dissuader de continuer la guerre. Alors ça ne s'est pas fait, parce qu'il y a eu les bombardements justement. Et pourquoi? Alors le premier obstacle, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, le président américain c'était Roosevelt, et en fait, lui il était favorable à cette option. Il voulait faire une démonstration pacifique, entre guillemets, en tout cas qui n'avait pas de victimes, mais il est mort en avril 1945, donc juste avant que la question se pose. Avant que la question s'est posée en juillet. Et en fait, son remplaçant Truman, lui au contraire, a été plutôt pour une utilisation militaire directe, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et le deuxième obstacle plus technique, c'est qu'en fait, beaucoup pensent que s'ils avaient fait une démonstration sur un terrain désert, ça n'aurait pas eu le même impact, la même force de persuasion, parce que sur le problème d'un terrain désert, c'est que si vous faites une explosion, il n'y a rien à détruire. Il y a juste le sol, et ça forcément, ça permet moins d'estimer la puissance de la bombe. Ok, oui. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait deux bombardements aussi collés en même temps. Je vais en parler juste après, justement, c'est un bon point. Mais peut-être un élément que je peux donner d'abord, c'est que l'idée c'était de les faire rapidement pour faire croire aux Japonais qu'ils pouvaient continuer comme ça longtemps. Alors que c'est faux en fait, il n'y avait que deux bombes à ce moment-là. C'était. Oui. Et pourquoi ils en ont fait deux et pas une seule? Alors, ça j'en ai pas parlé parce qu'en fait ils avaient deux types de bombes. Ils avaient une bombe à l'uranium et une autre bombe au plutonium, et donc c'est vraiment deux concepts de bombes différents. Et c'est pour ça qu'ils avaient deux bombes à la fin. C'est juste ça. Et donc il y a une position un peu intermédiaire, et ça va rejoindre la question que tu avais, c'est en gros de dire que les bombardements ont été trop mieux meurtriers. Alors le trop, je vais le justifier. En fait, là ce que tu disais, c'est que en fait, beaucoup disent que lancer une bombe 3 jours après la première, en fait, c'est inutile, parce que le gouvernement japonais n'a pas eu le temps de se rendre compte des dégâts de la première. Là, on ne se rend plus compte maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de caméra, enfin il y avait des caméras, mais il n'y avait pas de caméras partout. Pour communiquer, ça prenait du temps, il y avait certes le téléphone, mais il fallait des lettres, on n'avait pas d'image directe. Et donc en 3 jours, c'est absurde de penser que le Japon aurait pu capituler aussi vite. C'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi que, d'accord, Nagasaki était inutile et donc on n'aurait pas dû avoir lieu d'accord, mais même Hiroshima, en fait, a été mal choisi comme cible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une ville où il y avait un port et une base militaire,
mais c'était aussi une ville, comme j'ai dit avant, il y avait beaucoup de civils. Et donc, ce qui a été reproché, c'est que les Américains n'aient pas choisi une cible où il n'y avait que des militaires. Une base militaire autre, mais qui n'était pas une ville. Donc ça, c'est un peu le point noir pour Hiroshima. Et donc, l'idée, c'est qu'une seule bombe aurait suffi, mais elle aurait dû être lâchée sur une autre cible. Donc en fait, c'est vraiment de dire que, même si on imagine que le bombardement est justifié, la façon dont ça a été fait n'était pas optimale. Donc, ça amène à la conclusion. Donc là, vous l'avez vu, je ne vous ai pas donné une réponse définitive, je vous ai juste donné des points, des éléments un peu départ, pour comprendre pourquoi ces bombardements ont eu lieu. Et là, je fais la connexion avec ce que vous faites ici. Une des questions que vous allez pouvoir traiter, enfin certains d'entre vous, je suppose, c'est, sachant que l'ONU n'existait pas à l'époque, parce que ça a été créé en octobre 1945, se demander si ce conseil avait existé à l'époque, c'est une sorte d'expérience de pensée encore, est-ce qu'il aurait pu éviter ces bombardements ou pas peut-être? C'est ça la question.